Machine à différence. Entre 1823 et 1842, Charles Babbage, 1792-1871, a construit une machine à différence. Entre 1837 et 1853, le Suédois Per Schütz a conçu une version meilleur marché qu'il a vendue à l'Observatoire d'Albany aux États-Unis. D'autres copies de la machine de Schütz ont vu le jour en Grande-Bretagne. Il ne faut pas confondre cette machine avec la machine analytique, dont le projet partiellement réalisé constitue l'apport principal de Babbage à l'histoire de l'informatique. La machine à différence était en fait une application de la machine de Leibniz à un type de calcul particulier. Les éléments de la machine sont disposés sur deux plans. Au premier plan, des colonnes comportent chacun un nombre, décomposé en ses différents chiffres. Chacune de ces colonnes est semblable au totalisateur de la machine de Leibniz et reçoit la valeur d'un ordre de différence correspondant à une première valeur de la variable x et à un pas d'accroissement donné. Derrière les colonnes, le mécanisme proprement dit additionne pour chaque tour de la manivelle d'entraînement la valeur de chaque colonne à celle de sa voisine de droite et effectue le calcul du polynôme pour la valeur suivante de x. La machine à différence permettait le calcul automatique des tables de fonctions numériques dans les intervalles où l'on peut approcher leur évaluation par un polynôme du sixième degré. D'autres machines à différence, construites au XXe siècle, reposent sur le même principe. L'importance de la machine à différence résidait dans la possibilité offerte de ramener des calculs compliqués à des opérations simples. Ici, un polynôme calculé uniquement par des additions. Les chercheurs en informatique, qui étudient aujourd'hui l'optimisation automatique des programmes, ont récemment attiré de nouveau l'attention sur ce principe. La machine analytique de Charles Babbage. La conception de la machine analytique marquait une rupture si nette avec les structures imaginées jusque-là que ses contemporains ne pouvaient guère l'assimiler. Le projet a pris naissance en 1834, alors que Babbage avait interrompu son travail sur la machine à différence, faute de fonds. Pendant plus de 10 ans, le mathématicien a dû se contenter de le décrire dans divers articles et notes. Entre 1856 et 1871, il a enfin pu s'atteler à sa réalisation, mais il n'est parvenu avant de mourir qu'à fabriquer quelques-uns des organes nécessaires. Il n'est pas certain que la construction de la machine analytique ait été possible avec les techniques connues alors. Le financement aurait probablement constitué un obstacle majeur, car, à cette époque, l'outil ne correspondait pas à des applications pratiques. La structure de la machine analytique se caractérisait par des organes distincts dont les fonctions, des fonctions annoncent celles des ordinateurs. Le moulin, mill, organe d'opération arithmétique, comprenait des éléments supports des résultats de l'opération et l'appareillage mécanique réalisant les opérations. L'entrepôt, store, qui jouait le rôle d'une mémoire, où étaient rangées les données et les résultats intermédiaires ou final des calculs. Le jeu d'instruction de la machine analytique. À partir des écrits d'Ada Lovelace et des notes de Charles Babbage, on peut reconstituer les différents types d'instructions prévues sur la machine analytique. Nous les avons exprimés ici dans le formalisme des assembleurs d'aujourd'hui. Mode d'adressage. 2 modes d'adressage étaient prévus sur la machine analytique. Adresse absolue avec remise à 0 mémoire et adresse absolue. La remise à 0 mémoire était le mode normal du fait du support mécanique de la mémoire qui rend la lecture destructive. Dans l'autre cas, la valeur du nombre lu était réécrite après lecture. Instructions arithmétiques. En réalité, ces instructions étaient réalisées au moyen de 4 cartes. Une carte d'opération et 3 cartes adresses, mais elles peuvent être décrites comme des instructions à 3 adresses. Add, A1, A2, A3, /A3 est l'adresse du résultat. Sub A1, A2, A3, mul A1, A2, A3, div A1, A2, A3. Quotient seulement, pas de reste. Les nombres étaient en virgule fixe, la position de la virgule étant fixée une fois pour toutes sur la machine pour chaque programme. Instructions de contrôle. Ada Lovelace n'a jamais décrit les instructions de contrôle de la machine analytique, mais seulement les structures de contrôle qu'elle permettait.
Il semble qu'une seule instruction de contrôle devait exister qui effectuait les opérations suivantes. Charger un nombre, y soustraire 1, écrire le résultat en mémoire à la même adresse. Si le résultat est positif, revenir en arrière de n cartes d'instructions, soit exprimé dans un pseudo-assembleur, load, decrement, store and branch if positive to a negative offset. Cette instruction permet de réaliser aisément les boucles for à limite fixe ou variable et avec quelques astuces les différents branchements conditionnels. Une première version du projet ne comportait pas d'instruction d'entrée. Les nombres devaient être inscrits manuellement en mémoire par l'opérateur. Puis, une instruction d'initialisation de la mémoire a été introduite. Lire un nombre et l'écrire à une adresse donnée. Read and store to memory. La machine analytique ne comportait pas d'instruction de sortie, les résultats étaient lus directement par l'opérateur dans la machine. Ada Lovelace et les premières réflexions sur la programmation. À partir de 1833 et jusqu'à sa mort prématurée en 1852, Ada Lovelace, fille du poète Byron, a été l'assistante de Charles Babbage. Mathématicienne douée, elle possédait une remarquable ouverture d'esprit et une grande clarté d'exposition. C'est à elle que l'on doit l'essentiel de ce que nous savons de la programmation de la machine analytique. En effet, elle a traduit en anglais un mémoire de l'italien Menabrea sur la machine de Babbage, et les 50 pages de notes qu'elle y a ajoutées constituent indiscutablement les premières réflexions sur la programmation. Ces notes sont remarquables non seulement pour les exemples pratiques de programmes qu'elle y donne, mais aussi pour certaines réflexions de portée générale. On y trouve, par exemple, les premières élaborations sur la distinction entre programme et données, sur la différence entre calcul numérique et calcul symbolique, et surtout une intuition sur la nature de la programmation. En effet, Ada Lovelace insiste sur le fait que pour un problème donné, il existe un très grand nombre de programmes qui effectuent le calcul correspondant. Elle se pose le problème de leur comparaison et du choix de programmes optimaux. On trouve là le fondement des réflexions sur l'abstraction et la complexité des algorithmes qui se sont développés à partir de 1960. Suite sur la machine analytique. Le moulin, mille organes d'opération arithmétique comprenant des éléments support des résultats de l'opération et appareillage mécanique, réalisant les opérations, l'entrepôt, store, qui jouait le rôle d'une mémoire où étaient rangées les données et les résultats intermédiaires au final des calculs. L'appareillage mécanique de transfert des nombres entre store et mille et réciproquement, deux lecteurs de cartes perforées du type métier-jacquard, modifiés pour revenir en deçà d'un certain nombre de cartes. Un des lecteurs lisait les cartes d'opération et définissait les instructions à effectuer, l'autre les cartes de variables indiquant où les données et les résultats de chaque opération devaient être pris et rangés dans le store. Ce plan, dessiné par Babbage, est celui de la structure de sa machine. Chaque petit cercle représente un axe vertical servant de support à un nombre. En effet, l'ensemble des nombres manipulés étaient des décimaux de 40 chiffres au maximum, représentés par 40 cylindres pivotant autour d'un axe vertical. Le store pouvait contenir 100 nombres, il n'est pas dessiné entièrement sur le schéma. Toutes les opérations étaient effectuées de manière purement mécanique, au moyen de roues dentées, pignons et leviers. La multiplication et la division étaient automatisées, grâce à des dispositifs de contrôle ingénieux inclus dans le mille et qui ne seront redécouverts que bien plus tard. On a pu estimer le temps de multiplication à 2 minutes et celui de division à 4 minutes. Toutes les opérations étaient faites à virgule fixe, la position de la virgule dans les 40 chiffres étant arrêtée une fois pour toutes pour chaque programme. La programmation se caractérisait à la fois par la puissance des concepts mis en jeu, boucle, conditionnalité, une seule instruction par opération, même pour la division, et par des limitations inhérentes à la structure même de la machine, établie pour répondre aux exigences des transmissions mécaniques. La principale limitation de la machine analytique était l'absence d'adresse variable. Il fallait indiquer à l'avance par une constante
la position dans le store de toute donnée ou résultat, et cela a considérablement compliqué certains des programmes écrits par Ada Lovelace, l'assistante de Babbage. Ce problème ne trouvera de solution que dans la structure de von Neumann. Toute question de performance mise à part, l'absence d'adresse variable et le fait que le programme se trouve sur un support séparé sont les deux éléments qui différencient la machine de Babbage des ordinateurs. Mais ces deux éléments, qui sont d'ailleurs liés, sont d'ordre essentiel. Calculateurs analogiques. Les calculateurs analogiques ont été les instruments privilégiés du calcul scientifique entre 1850 et 1950. Les balances à équations, intégrateurs planimétriques, analyseurs harmoniques et analyseurs différentiels ont conservé une structure mécanique jusqu'en 1947, si l'on accepte l'utilisation d'un wattmètre compteur électrique dans une machine de Vannevar-Bush en 1931. Le calcul analogique et le calcul digital reposent sur des principes totalement différents. Ainsi, l'évolution des calculateurs analogiques a eu peu de répercussions directes sur la structure des machines digitales. Leur organisation ne sera donc pas détaillée ici. Cependant, leur conception a contribué au développement d'un savoir-faire et à l'établissement de concepts théoriques en matière de contrôle de machines complexes. En effet, dans de nombreuses machines analogiques, on est amené à réintroduire les résultats d'un calcul comme données d'un autre calcul qui se déroule simultanément. C'est le cas, par exemple, dans les analyseurs différentiels de Vannevar-Bush, généralisation du prédicteur de marée de Lord Kelvin, construit vers 1930. D'où l'utilisation de servomoteurs et la formation de structures de contrôle complexes. Le même type de nécessité se retrouve avec plus d'évidence encore dans les calculateurs de tir intégrés aux canons de défense antiaérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, recherche des laboratoires Bell. Ces structures de contrôle ont été formalisées par Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, qui avait participé à la conception de certaines de ces machines. Elles ont aidé Johannes von Neumann et ses collègues dans la conception des premiers ordinateurs. Machines statistiques, comptables et de bureau. Les calculs statistiques ou comptables sont simples, contrairement à ceux que vise la machine analytique de Babbage ou les machines analogiques. Ils nécessitent en revanche le traitement d'une énorme quantité de données ou doivent être associés à des textes, factures, comptabilité. De ce fait, la structure des machines statistiques ou comptables a privilégié les organes de manipulation de données ou d'impression de résultats plutôt que les organes de calcul eux-mêmes. Hermann Hollerith, 1960-1929, a construit les premières véritables machines statistiques en partant d'une idée de John Billings. Il pensait les utiliser pour le recensement américain de 1890. Ces machines ayant fait leurs preuves, il a fondé pour les exploiter une compagnie qui devait être rachetée par Thomas Watson lors de la fondation d'IBM. Son exemple a été imité par la société Bull en Norvège, puis en France, par la Power Samas et la société CTR en Grande-Bretagne, et par la Power Stabilizing Machine Co. aux États-Unis. À partir des années 1910-1920, toutes ces compagnies ont fabriqué des machines aux principes plus ou moins semblables. La carte perforée y était le support des données. Les cartes étaient établies au moyen de perforatrices qui pouvaient être disposées dans des lieux multiples en cas de recensement systématique par exemple. La position d'une perforation dans une colonne de la carte déterminait la valeur d'une variable, par exemple sexe, religion, etc. Le traitement des données se faisait en triant les cartes mécaniquement, puis en totalisant les cartes choisies pour déterminer la distribution des variables étudiées au moyen de machines totalisatrices. Dans les premières versions, l'opérateur devait lire les résultats sur des cadrans, par la suite ces résultats étaient imprimés. Les machines statistiques ont joué un double rôle dans les débuts de l'informatique. D'une part, elles ont engendré une technologie sûre et efficace pour la manipulation des cartes perforées. Celles-ci sont ainsi devenues le support d'entrée privilégié des données et des programmes dans les premiers ordinateurs. Elles sont encore utilisées de nos jours pour les applications où le support d'information doit beaucoup circuler, contravention par exemple. D'autre part, le succès des machines statistiques, joint à celui des machines à écrire, est compté à favoriser la formation des groupes industriels qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire économique de l'informatique, IBM,
Remington Rand, Bull, etc. Les machines comptables, facturières et de bureau étaient des combinaisons de machines à écrire, de machines à calculer électriques et d'imprimantes plus ou moins perfectionnées. Outre les avantages économiques déjà mentionnés, elles ont apporté à l'informatique la connexion de machines et l'impression des données. Ainsi, les premiers ordinateurs de gestion réunissaient autour d'un noyau informatique un assemblage de machines à cartes perforées provenant des machines statistiques avec des imprimantes et des connexions issues des machines comptables. Machines logiques. De nombreuses machines logiques ont été construites depuis le résolveur du comte Stanhope, 1753-1816, jusqu'aux machines de William Jevons, 1835-1882 en Grande-Bretagne et d'Alan Marquand, 1853-1924 aux États-Unis, en passant par les diagrammes logiques de Hamilton, de Morgan et de Charles Peirce. Toutes ces machines ou dispositifs permettaient de résoudre des syllogismes simples en logique des propositions. Leurs principes préfiguraient ou appliquaient l'algèbre de Boole. Leur structure technique n'a eu que très peu d'influence sur le développement des machines à calculer en général. Les machines logiques utilisaient toutes des transmissions mécaniques jusqu'en 1949, année où Benjamin Burach a construit une machine électrique rapidement rendue obsolète par les possibilités de calcul logique des ordinateurs. Elles ont contribué au développement des systèmes logiques. Ainsi, Jevons a modifié sur un point essentiel le système de Boole dans la conception de sa machine logique en introduisant le OU inclusif à la place du OU exclusif. La machine de Jevons présentait un autre intérêt. Comme elle parvenait à résoudre un syllogisme plus vite que ne le pouvait un être humain, elle a contribué à accréditer l'idée générale selon laquelle les opérations de l'esprit pourraient être réalisées de manière automatique. Le grand assemblage, de l'explosion technique à la structure de von Neumann. Les travaux de Leonardo Torres y Quevedo entre 1893 et 1920 étaient restés relativement isolés. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, une quantité d'études ont été entreprises pour mettre au point des machines destinées à effectuer des calculs complexes. Cette activité proliférante relevait de divers facteurs, notamment les besoins de la recherche scientifique financés de plus en plus fréquemment par les militaires dès la fin de la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Parmi les entreprises fabriquant déjà des machines à calculer, seule IBM disposait des moyens nécessaires au financement de machines plus complexes. Mentionnons encore le cas des laboratoires Bell où un ingénieur a convaincu ses dirigeants de financer la construction d'un calculateur pour des besoins internes liés au téléphone. En dehors de ces aspects financiers, la diffusion générale du savoir-faire technologique ainsi que les liens plus étroits entre scientifiques et ingénieurs ont aussi joué leur rôle. Désormais, il devenait possible d'entamer la construction d'une machine à calculer complexe en la considérant comme une étape particulière d'un projet scientifique exigeant des calculs importants et non plus nécessairement comme une fin en soi. Enfin, si l'idée de rendre automatique des calculs complexes s'est imposée, nous en sommes redevables au travail des logiciens sur les fondements des mathématiques et à la diffusion des machines à calculer plus simples. Les travaux les plus remarquables de cette période sont ceux de John Atanasoff à l'Iowa State College entre 1935 et 1942, ceux d'Howard Aiken à Harvard pour la machine Mark I ou ESAC construite entre 1937 et 1944, et ceux de George Stibitz au laboratoire Bell qui ont donné naissance en 1939 au Bell Labs Relays Computer Model 1 ou Complex Calculator. En dehors des États-Unis, des travaux d'importance ont eu lieu en Grande-Bretagne, en Allemagne avec les Z1, Z2 et Z3 de Konrad Zuse, enfin en France avec le projet de Louis Couffignal que la guerre n'a pas permis de réaliser. Les machines de cette période se caractérisent par la variété de solutions techniques qu'elles offrent. Certaines étaient spécialisées dans un seul type de calcul, comme la machine d'Atanasoff pour la résolution des systèmes d'équations linéaires par élimination gaussienne, alors que d'autres, comme la Mark I ou le calculateur de Stibitz, recherchaient la plus grande généralité possible. Les supports technologiques étaient d'une grande variété.
unité de calcul et mémoire immédiate électronique, mais mémoire intermédiaire et support du programme à lecture électromécanique pour la machine Datanasoft, machine entièrement électromécanique pour Mark I, mémoire mécanique pour le Z2 de SUSE, mémoire immédiate et unité de calcul basée sur des relais téléphoniques pour la machine de Stibitz, avec la bande perforée comme mémoire intermédiaire et support de programme. Les structures étaient également variées. Certaines machines spécialisées pouvaient effectuer de nombreux calculs en parallèle, 30 additions sur la machine Datanasoft, alors que des machines comme les Z2 et Z3 de SUSE ne possédaient pas la notion de branchement conditionnel. La machine Datanasoft avait inauguré l'utilisation d'organes de calcul électroniques avec l'utilisation de tubes à vide, tout comme les analyseurs différentiels analogiques de Vannevar Bush au MIT, pour des mécanismes de contrôle dans ce cas précis. L'augmentation des performances des unités de calcul posait un problème de fond. Comment la propagation des instructions de commande dans la machine pouvait-elle se faire à un rythme suffisamment rapide pour ne pas freiner les calculs eux-mêmes s'il fallait à chaque fois lire une instruction par des moyens électromécaniques, sur une carte perforée par exemple, avant de l'exécuter? L'histoire de l'invention de la structure logique des ordinateurs est celle de l'invention d'une solution à ce problème et au connexe. Notons que dès cette période, l'utilisation du calcul binaire s'impose dans les machines de Stibitz, SUSE et bien sûr Atanasoft, du fait des supports technologiques des organes de calcul. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les calculateurs se sont développés dans une atmosphère d'urgence. Les militaires les ont orientés vers leurs besoins spécifiques. Les machines les plus importantes de cette période, hormis le Z4 de Konrad Zuse, construit en Allemagne, ont été le Colossus, construit en Grande-Bretagne sous la direction de M. Newman avec la participation d'Alan Turing, et l'ENIAC, construit au laboratoire de recherche balistique et à la Moore School de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis par John W. Moseley et J. Ausper Eckert principalement. Colossus était spécialisé dans le décryptage de codes secrets. L'ENIAC était conçu pour le calcul de tables de tir. Les performances de Colossus étaient remarquables, mais l'ENIAC a eu finalement plus d'influence car c'est pour pallier ces insuffisances que von Neumann a conçu sa structure de calculateur séquentiel. Lancé en 1943, l'ENIAC a été achevé en 1946. Conscient de ses insuffisances avant même le début de sa fabrication, ses auteurs ont mis à l'étude une nouvelle machine plus perfectionnée, l'EDVAC, dont la fabrication devait suivre celle de l'ENIAC dès 1944. L'ENIAC ne résolvait pas le problème de la commande d'une machine à organes de calcul rapide, mais le contournait. En effet, on avait multiplié les organes de calcul. La programmation de l'ENIAC organisait dans le temps l'exécution consécutive des calculs sur les organes, au moyen de fiches réparties sur un tableau, comme dans un standard téléphonique. Inspiré de la machine Datanasoft et surtout des analyseurs analogiques, où l'on donne en entrée à un organe de calcul les résultats d'un autre, cette solution rendait complexe la préparation du calcul. L'ENIAC effectuait une multiplication en 2,5 millisecondes et une addition en 200 microsecondes. 100 fois plus rapide que les meilleures machines électromécaniques de son temps, il pouvait calculer 30 secondes de trajectoire d'un obus en 20 secondes, mais il fallait 2 jours pour préparer le calcul. Hermann Goldstein a consulté Johannes von Neumann sur la conception de l'EDVAC à partir de 1944. Eckert et Moseley avaient alors déjà pensé à mettre un programme en mémoire au même titre que les données. Mais il ne semble pas qu'ils soient parvenus à concevoir une structure de machine et un principe de programmation cohérent. Il était nécessaire de revenir à la commande centralisée avec un seul organe de calcul, alors que cette solution avait déjà été abandonnée sur les machines les plus récentes. Grâce à sa connaissance des travaux des cybernéticiens et des logiciens, von Neumann a résolu ce problème. La structure des calculateurs séquentiels, décrite dans un rapport du 30 septembre 1945, a pour idée maîtresse un programme enregistré qui pourrait se modifier lui-même. Von Neumann a profité de cette aide pour résoudre le problème sur lequel Babbage avait buté, l'adresse variable d'un argument d'une opération.
Il a ainsi permis à un programme de modifier le champ adresse d'une instruction. Sa structure permettait à un programme de se modifier autant qu'on le désirait. Mais, paradoxalement, il a commencé par interdire toute modification portant sur autre chose qu'un champ adresse. Pourtant, l'avantage principal de sa structure était justement la possibilité de fabriquer des programmes grâce à d'autres. Et c'est ce qui a permis, par la suite, la naissance des langages de programmation. La structure des calculateurs séquentiels à programme enregistré de von Neumann a fait l'objet d'un consensus presque instantané. La quasi-totalité des projets de l'immédiat après-guerre en ont repris les grands traits, agrémentés de modifications dues aux travaux antérieurs. L'EDVAC n'a pas été achevé le premier, dépassé par deux machines anglaises, la Manchester Mark I et l'EDSAC. Il a ensuite été concurrencé par d'autres machines américaines, le BINAC, Descartes et Moseley, le Whirlwind du MIT, puis une autre machine conçue par von Neumann à l'Institute of Advanced Study de Princeton. En France, Louis Couffignal a conçu une machine connue sous le nom de machine de l'Institut Blaise Pascal. Ensuite, François Raymond a conçu au sein de la société SEA un ordinateur destiné à l'armée, le Cuba. Les machines EDSAC Mark I et EDVAC ont été terminées entre 1948 et 1950. Ce sont les premiers ordinateurs, mais aussi les dernières machines de l'ère pré-industrielle de l'informatique. Après elles, les ordinateurs seront destinés au commerce.